Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité politique, l'actualité économique du jour. Il y a énormément d'éléments dans énormément de terrains différents et variés. Donc, je ne vais pas vous faire de sommaire parce que je sais d'ores et déjà qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qui était prévu. Donc après, ça génère des frustrations. Il ne faut pas générer de frustrations. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Méka Brunel, bonjour Méka, qui vient nous rejoindre et j'en suis absolument ravi. Ancienne patronne de Gessina, j'avais oublié le nom de la foncière, dites donc. Aujourd'hui administrative de société, comme Françoise Gris, bonjour Françoise, merci de nous rejoindre, multiples casquettes et aujourd'hui aussi administratrice de société. Jérôme Matisse, salut Jérôme, salut prof Stéphane. d'éco à la Sorbonne et à la Dauphine. Parlons de choses sérieuses. Et auteur d'un blog, La finance au cœur de nos vies, dont je ne sais pas s'il a été revitalisé depuis que j'en parle. Pas encore, mais bientôt. Oui, voilà, bientôt. Non, et puis, alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais avec FTX, enfin, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est absolument passionnant. Mais, Méka, c'est toi qui m'as alerté là-dessus, en fait, quand on réfléchissait vendredi à d'éventuels sujets. Et il se trouve que les choses se sont accélérées pendant le week-end. Ça reste d'ailleurs un truc incroyable que les États-Unis d'Amérique mettent une semaine à obtenir des résultats, mais bon, c'est aussi les votes par correspondance et tout ça. Un mois fini tamponné. Oui, ça reste incroyable. Mais, donc, ce qui était une défaite républicaine est en train de se tourner en déroute. Donc ça y est, là, ils n'auront pas la majorité au Sénat. Et puis peut-être même d'ailleurs qu'il y aura 1 voire 2 sièges d'avance avec le compte de la vice-présidente, bien sûr. 1 voire 2 voix d'avance pour les démocrates, ce qui change d'ailleurs beaucoup de choses. Je l'ai appris en ce qui concerne la direction des commissions. Et c'est assez important dans le fonctionnement du Sénat. Et puis même à la Chambre des représentants, il n'est pas du tout sûr qu'à l'arrivée, ils arrivent à avoir la majorité, les Républicains. Déroute des candidats trumpistes. Je vais me permettre de citer Jean-Éric Brana, qui est pour moi depuis une bonne dizaine d'années, sans doute celui qui analyse le mieux ce qui se passe aux États-Unis et qui, allez voir son compte Twitter notamment, il est remarquable, et qui dit qu'il faut regarder ce qui s'appelle les secrétaires d'État dans les élections régionales et locales. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, Méka. Et l'ensemble de ceux qui étaient, alors ce que les Américains appellent les deniers, ceux qui rejetaient le résultat de l'élection présidentielle, ont été battus, tous. À plat de couture. Donc il s'est passé un truc, là. Il s'est passé un truc, c'est assez intéressant. Il faut attendre un peu, parce que les États-Unis, c'est toujours très compliqué, il faut avoir le temps, etc. Mais le Trumpisme a été battu, à mon sens, pour 2 raisons. On va voir ce que ça va donner. La première, c'est que l'excès commence à fatiguer et que les affaires dans lesquelles il est mêlé, finalement, ça commence à percoler et à sortir. Et d'ailleurs, on a vu Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, prendre un peu ses distances avec le Trumpisme, alors qu'il en a beaucoup profité, finalement, de Trump. Et la deuxième chose, c'est le vote des femmes. Les femmes, ayant été attaquées, notamment sur l'avortement, ont considéré que enough is enough, comme ils disent, et maintenant ça suffisait, et ont voté massivement pour les autres candidats, pour les candidats démocrates, contre les Trumpistes surtout. C'est les Trumpistes qui ont été battus à plat de couture. Et finalement, il y a une exception sur un État qui a inscrit l'avortement dans sa constitution, mais les autres États sont dans une situation beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est vrai que c'est un tournant même d'un point de vue de la gouvernance mondiale et de ce qui se passe cette année 2022 étant une année très spécifique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, franchement, c'est cette fameuse phrase de House of Cards, Democracy is so overrated, c'est-à-dire, voilà, la démocratie, c'est fini. La démocratie a de beaux restes. Voilà. Quand on donne le droit de vote, il faut qu'on puisse s'en servir. Et c'est très bien que les femmes s'en servent. Moi qui suis d'origine iranienne, je salue cela avec beaucoup de force. Ouais, c'est sûr. Françoise Alors moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même le levier et le chemin par lequel on arrive à ce résultat-là. Parce qu'effectivement, l'analyse à plat, c'est celle que on vient de partager, mais je pense que le levier sociétal et le levier de droit à l'avortement a été déterminant.
Et moi qui suis toujours un peu triste quand les débats plus globaux sont posés un peu par le petit bout de la lorgnette, non pas que le sujet du droit de l'avortement soit un petit bout de la lorgnette, mais enfin ce n'est qu'un aspect du sujet de la gouvernance plus globale aux États-Unis. En fait, c'est un peu la preuve qu'on arrive à toucher une masse sur des sujets un peu globaux que par un angle particulier. Ce qui est un peu ma réserve par rapport à... c'est pas un sujet particulier quand même, François. Non, mais c'est un sujet extrêmement important. Je suis pas en train de dire l'inverse. Je dis simplement que ce n'est qu'un des aspects. Enfin, il y a des sujets sur la gouvernance aux États-Unis, ce qui s'est passé sur les élections et l'espèce de mini-putsch, tout à fait. etc. Enfin, j'ai le sentiment que... Enfin, ce sont des sujets qui n'ont évidemment rien à voir, mais ce sujet touche moins l'opinion que le sujet de l'avortement, qui évidemment les touche dans leur vie, dans leurs droits fondamentaux d'individus. Et quelque part, ça dit quelque chose quand même sur les leviers qui vont nous permettre de faire vivre une démocratie dans le futur. On va plus fonctionner sur des, me semble-t-il, sur des cadres un peu théoriques, une adhésion à un ensemble de valeurs. Il faut qu'il y ait des angles. Alors, un angle extrêmement important, c'est pas du tout ce que je suis en train... Enfin, je dis pas l'inverse, mais quand même, ça dit quelque chose sur ce qu'il va falloir faire pour arriver à maintenir nos cadres de gouvernance qui sont bien plus globaux que ça et qui ont des enjeux infiniment plus larges. Oui, je me demande si cette affaire d'avortement aurait eu le même impact s'il n'y avait pas eu la révolte, voire la révolution en Iran, en cours. Parce que je pense quand même que de voir des femmes se lever pour dire ce ne sont pas que des symboles, mais ce sont tous les droits qui sont impactés par tout cela. C'est pas quelque chose qui petit à petit commence à percoler dans la tête des femmes et des hommes ailleurs dans le monde. Tu connais les Américains, Meka, visiblement, très bien et tout, avant qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe ailleurs. Oui, je sais pas. Comme ils disent assez régulièrement, c'est l'autre continent, voilà, une espèce de truc global. Là. Oui, mais les zones EMEA des grandes compagnies, des grandes multinationales américaines. Je sais pas. On verra dans l'analyse qu'il faut à faire. En tout cas, je pense que de toute façon, il y a un mouvement d'ensemble. Et c'était pas... je sais pas. Ce truc sociétal, ça va quand même au-delà, à mon avis. Ça impacte tous les droits des femmes par ailleurs. Donc, il y a des femmes et mobilisation des jeunes quand même. Mobilisation des jeunes. Bref, en tout cas, la radicalité, effectivement, fatigue. Jérôme, je rejoins ce qui a été dit, c'est que dès qu'on touche à un aspect important de la sphère privée, les gens prennent les choses à bras-le-corps. Je connais des citoyennes américaines qui ont pleuré quand elles ont vu cette nouvelle. Elles sentaient qu'elles étaient touchées dans leur chair. Et on se rappelle aussi en France que le mariage pour tous a poussé beaucoup plus de Français dans la rue que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, 10 fois plus. Donc, dès qu'on touche un élément de la sphère privée, les gens, tout à coup, se sentent parfois meurtris dans leur chair, ou au contraire, on sabre le champagne. C'est selon, si je pense au mariage pour tous. 10 fois plus. Je n'avais pas ce chiffre. Il y avait plus d'un demi-million de gens pour le mariage pour tous, et les Gilets jaunes, ils étaient 60 000 au plus fort. Oui. Donc, raison. Cassé plus. Beaucoup plus. Oui, il y a plus, évidemment. Mais... tiens, puisqu'on est dans des petits éléments pour démarrer, moi, ça, alors, je suis sûr que je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé autour de Téléperformance. C'est absolument passionnant parce que c'est le deuxième après. Donc, on va voir ce que j'appelle ESG Warning. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le tweet du ministre colombien du Travail qui annonce donc par un tweet, c'est quand même un truc de dingue parce que Téléperformance, donc numéro 1 mondial de ce qu'on appelle maintenant la relation client, c'est plus les call centers. Téléperformance dit qu'ils n'ont pas été saisis par le ministère du Travail colombien d'une éventuelle enquête. Donc par un tweet, il annonce que la Colombie va enquêter sur les conditions de travail. Alors, c'est un sujet à de multiples entrées d'ailleurs. Conditions de travail du côté de ce que Téléperformance fait sur la modération de TikTok et notamment des vidéos TikTok. Il faut savoir que Téléperformance emploie plus de 40 000 personnes en Colombie. Et donc, après ce tweet, le titre va être suspendu, titre Téléperformance, c'était jeudi, après avoir perdu 33%. C'est un titre du CAC 40, hein, Téléperformance, pas Orpea, c'était pas au CAC 40. Là, c'est un titre du CAC 40. Donc là, ils ont récupéré quelques pourcents, mais enfin...
le mal est fait d'une certaine manière. Ils ont lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros pour rassurer tout le monde. C'est ce que vous auriez fait aussi, Françoise. Oui, c'est un peu comme quand on injecte. Oui, il faut injecter de l'argent. Oui. Il faut injecter de l'argent pour essayer de dire non, tout va bien, etc. On y croit. Probablement les moyens. Mais oui, c'est... ESG warning, ça y est, quoi. C'est l'équivalent d'un profit warning sur une alerte ESG de gouvernance. Oui, alors... Enfin, sociale, en l'occurrence. Et qui arrive par un canal... qui est quand même tout à fait compté. Enfin, je ne connais pas bien évidemment la situation qui provoque ce tweet, mais enfin bon. Alors pour être très concret, il y avait d'abord eu une enquête journalistique, notamment le Time Magazine, qui avait commencé à... Voilà, il y avait d'abord eu une enquête journalistique. À mettre quelques faits derrière tout ça. Exactement, à mettre quelques faits derrière tout ça, mais c'est bien le tweet du ministre colombien du Travail qui a provoqué ce tweet. Mais le risque de réputation autour de ESG, c'est un sujet qui est en train de devenir un sujet une vraie préoccupation des conseils d'administration et des équipes de management, parce que oui, il y a des risques importants. On est dans le monde alors là pour le coup du grand public, etc. Et c'est vrai qu'on vivait jusqu'à présent quand même dans un univers où les normes, les déclarations, tout ça n'était pas très très carré. Voilà. Et on était rarement sanctionné. Enfin, il est 33% en bourse pour une boîte du CAC 40. Il faut annoncer un profit warning de malade pour prendre une telle sanction. C'est un sujet qui, comme disait Françoise, prend de plus en plus d'ampleur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis des tas de normes, des tas de yaka faucons sur le ESG. On va remplir TCFD qui a été voté la semaine dernière, va obliger nos entreprises à remplir des tonnes de papier, dans un sens comme dans l'autre. ISSP, sous la direction d'Emmanuel Faber, a sorti aussi des normes qu'il faudra commencer à analyser. J'ai regardé le pavé, je ne l'ai pas encore lu. J'espère que quelqu'un va sortir un digest pour retraiter. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a pensé que tout ça, c'était des éléments de communication. Et en vérité, comme le disait Françoise, les problèmes de réputationnels deviennent de plus en plus importants et posent un problème de gouvernance et de responsabilité des conseils d'administration et de la gouvernance des entreprises, d'une manière générale, dans des domaines qui deviennent très compliqués. Parce qu'un tweet, il y a des millions de gens qui le regardent dans le monde, et ça a fait avant l'enquête du ministre du Travail de la Colombie, pour qui j'ai énormément de respect, mais dont j'avais jamais entendu parler, ça ne concernait que le ministère du Travail de la Colombie et très localement. Là, ça sort dans le monde entier et il faut qu'à un moment donné, le dirigeant en France se réveille et se dise « Oups, l'enquête du Time Magazine, j'aurais dû le lire un peu plus attentivement et mettre mes avocats, mes communicants, etc. dessus pour regarder. Et puis surtout, regarder quelles sont les mitigations possibles. Ça va devenir ce problème de gouvernance et de formation des conseils d'administration et de capacité de résilience et de résistance, ça va devenir le vrai sujet de la gouvernance mondiale. Et je trouve que c'est un peu injuste que ça s'adresse qu'aux entreprises. Ça devrait s'adresser aussi au gouvernement, aux institutions, à l'ensemble de l'écosystème et pas simplement aux entreprises et notamment côté. Enfin, ça s'adresse au gouvernement par le biais du vote, Meka, ce dont on a parlé le coup d'avant quand même. Ça s'adresse au gouvernement par le biais du vote, mais le vote peut être biaisé par tel ou tel sujet émotionnel, etc. Dans les entreprises, ça entraîne des différences. J'y pensais en voyant les documents que tu nous as passés, le fameux tweet. Je me disais, oh là 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 là. Les équipes de direction doivent être dans un état. Le conseil, que fait le gouvernement? C'est quand même 10%, juste préciser, c'est 10% de leurs effectifs quand même en Colombie, les performances. D'ailleurs, c'est sur une activité qui représente pour l'instant que 7% de leur chiffre d'affaires, la modération des contenus des réseaux sociaux, mais qui est évidemment une activité en pleine croissance, malheureusement. Cela dit, bien sûr, alors, la responsabilité sur ce qu'on raconte, mais l'alignement entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait. Quand même. Il va falloir revenir aux fondamentaux. Et aller plus loin. Alors, je pense que c'était des vérifications qui étaient faites, mais quand même, jusqu'à un certain point, entre je m'engage sur tel ou tel sujet, je vérifie que toutes mes pratiques, les plus loin ou les plus opérationnelles qu'elles soient, sont conformes à ce que je dis. Je fais ce que je dis. Et c'était pas, ça paraît, enfin, il faut pas caricaturer, mais enfin, on était quand même dans de la communication, donc ces vérifications n'étaient pas tout à fait complètes. Et puis surtout sur un reporting du passé, c'est-à-dire on disait ce qu'on avait fait. Là, il faudra qu'on se projette sur la période à venir. Donc, on n'est pas simplement, et c'est pour ça que l'éducation, tout le système de formation et d'éducation
de la chaîne devient important, sachant que les États ont des lois différentes et que ça s'interprète tout cela. Y a pas, oui, tu parlais de warning, il y en a eu plusieurs pour cette entreprise. Comme tu disais, ils emploient 400 000 personnes dans le monde, 10%, 40 000 personnes en Colombie. Mais regardons déjà pendant le Covid, en France, il y a des syndicats sur les sites de Belfort, dans le sud de la France, etc., qui dénonçaient le fait que l'entreprise ne respectait même pas les bases, les règles sanitaires. Non, c'est pas normal qu'on ne respecte pas les règles sanitaires mises en place par les autorités publiques au sein des bureaux en France. Non, ce que je veux dire, c'est normal que les syndicats, sur des jobs, en plus, qui sont des jobs difficiles aujourd'hui... Si tu regardes l'actualité qui s'est parfois emparée du sujet de cette entreprise Téléperformance, elle est surtout connue pour avoir gagné des parts de marché en rognant sur les salaires, en rognant sur les conditions de travail. Tu as raison, il y avait un terreau, c'est ça que je dis. Elle représente quelque part ce qui est détesté dans le capitalisme. Alors là, heureusement, j'ai envie de dire, il y en a à qui ça plaît, le titre Davis en bourse, ce qui renvoie à l'idée que l'actionnaire paye un petit peu sa poursuite effrénée du profit. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'affaire Buitoni, les pizzas contaminées, le titre n'a pas du tout dévissé, puisque Buitoni fait partie du consortium Nestlé qui est géant, et le titre Nestlé n'a même pas vacillé en bourse. Donc il y a des cas qui sont encore pires. Je veux dire, il est important d'aligner l'intérêt de l'actionnaire sur celui aussi des employés, de ce que veut la société civile, etc. Et quand il est trop éloigné, c'est ce qui apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui crachent sans cesse sur le capitalisme. Alors que le capitalisme fait aussi de belles choses, ne fait pas que ça. Non, mais bien sûr. Mais c'est... Oui, tu as raison. Il y avait un petit terreau qui, à un moment... la poudre était sèche, voilà, on va dire ça, et une petite allumette fait... Non, juste moi, il se trouve qu'au moment où on créait cette chaîne, on s'interrogeait, etc., sur la forme qu'elle devait prendre, j'avais eu la chance de rencontrer le patron de YouTube pour l'ensemble de l'Europe. Cette activité de modération, notamment des vidéos, c'est quelque chose, mais d'épouvantable. D'épouvantable. Et donc, ils sont obligés, et tout ne peut pas se faire automatiquement. Il y a énormément de choses qui se font automatiquement, mais tout ne peut pas se faire automatiquement. Et donc, vous êtes quand même là avec un job pauvre. Donc, eux ont évidemment des procédures de soutien psychologique, de shift très rapide. Tu restes, je crois que c'est 15 minutes, pas plus, enfin voilà, etc. Mais là, il y a un sujet... impossible à adresser. De modération, impossible à adresser, vu ce qui peut circuler sur les réseaux. Jérôme, tu avais envie de parler, alors c'est vrai que c'est le sujet du moment, et puis on va en parler toute la semaine. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. C'est un sujet dont on a déjà parlé d'ailleurs ensemble en partie la semaine dernière, l'histoire de l'immigration économique. J'ai été frappé par... un contraste, on va dire ça comme ça, ce week-end, entre donc, toute la polémique qui rebondit d'ailleurs avec les déclarations de Gérard Collomb récentes, donc les débats enflammés autour de l'Ocean Viking, et puis le point de vue d'un économiste comme Philippe Aghion, donc... je parle sous ton contrôle, mais... Il est au Collège de France. On peut avoir, si on a un prix Nobel un jour, Philippe Aghion... pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Ouais. Enfin, c'est quand même un gars... oui, bien sûr. Une grande stature, oui. Et qui dit la France est le pays de l'OCDE, où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés à l'origine socio-économique, autant dire... Alors ça, c'est un sujet, effectivement, c'est le premier sujet, un manque de mobilité sociale. Autrement dit, il y a chez nous beaucoup d'Einstein perdus, c'est-à-dire d'enfants talentueux, mais qui, issus de milieux défavorisés, n'acquièrent pas le savoir ou la vocation nécessaire pour exercer une profession à haute qualification. Il y a ensuite la politique d'immigration. Les immigrés aux États-Unis génèrent près d'un quart de la production totale de brevets et près d'un quart du nombre total d'entrepreneurs, alors qu'ils représentent à peine plus de 10% de la population américaine. Or, en France... c'est un sujet épidermique, et on l'a vu avec, il y a 10 jours maintenant, la loi présentée par Olivier Dussopt et par Gérald Darmanin. C'est un sujet, on a l'impression, dont on n'a pas le droit de parler, en fait, l'immigration économique. Comment est-ce que tu regardes ce... Oui, alors d'abord, les chiffres aux États-Unis parlent d'eux-mêmes, mais c'est bien sûr le fruit d'une politique d'immigration américaine. Ultra-volontariste, qui sélectionne le talent. Par exemple, les GAFAM sont à la recherche des meilleurs informaticiens du monde et réussissent à les attirer. Il en est de même pour les universités américaines, que je connais bien. Donc là, il y a un lien fort qui peut être fait entre immigration et innovation. En France, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas du tout le même modèle, la même politique d'immigration. La France a plutôt opté pour une immigration de main-d'œuvre
peu qualifiés. C'était le cas encore dans les années 70, lorsque les grands groupes industriels dans l'automobile, la pétrochimie, la métallurgie, etc., sont notamment allés chercher beaucoup de main-d'œuvre en Afrique du Nord, au Maghreb. Ensuite, il y a eu la politique du regroupement familial sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais c'est pour dire que, alors, depuis, ces groupes industriels ont délocalisé ou ont remplacé les ouvriers par des machines. Mais quand on regarde sur les postes qui ne sont pas délocalisables, le BTP, par exemple, vous allez sur n'importe quel chantier de bâtiment travaux publics en France, vous trouverez des immigrés. Et on continue cela. Va plus loin, parce que moi, c'est Les syndicats. Ouais. Non, on ne parle plus français sur les chantiers, te disent les syndicats de BTP. Donc tu peux aller même beaucoup plus loin en ce qui concerne le BTP. D'accord, ok. Alors, le fait est que ces deux politiques qui sont menées de part et d'autre de l'Atlantique, on les voit aussi du point de vue de l'immigré. Si je suis un ingénieur de talent, un informaticien par exemple, est-ce que je vais cibler la France? Non. Je vais cibler un pays anglo-saxon où la rémunération pour un diplôme du supérieur est largement plus élevée. Attends, mais là j'ai une question justement. Oui. Si je cible pas la France, est-ce que c'est aussi parce que le climat politique, le débat politique sur l'immigration est un débat qui ferait fuir n'importe quel Quand tu vois les arguments sur lesquels Trump a été élu, ça n'a pas quand même refroidi. Trump, il a quand même fait la chasse aux Mexicains. Ça a refroidi. Tiens, on va voir, je l'ai déjà montré, ça a refroidi, Jérôme. Regarde le baromètre de l'attractivité mondiale. Ah, les États-Unis ont perdu. Mais bien sûr. Mais les États-Unis, et ça reste les États-Unis, reculent de 2 places. Tout à fait. Donc je crois que c'est EY qui fait ce baromètre. Il reste devant la France. Il reste devant la France quand même. Non, mais ce que je veux dire, Singapour et la Suisse sont oui, bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'immigré, au contraire, si on n'a pas de diplôme, eh bien, la France, c'est un super pays, parce qu'on arrive avec un SMIC très élevé, plus élevé au regard de ce qui se pratique ailleurs. Je rappelle quand même que quand on perçoit le SMIC, on fait partie des 10% des gens les plus riches du monde. Et par ailleurs, toutes les dépenses de santé et d'éducation sont socialisées en France. Donc, autrement dit, quand on n'a pas de diplôme, la France, c'est super. Quand on est surdiplômé, qu'on est talentueux, les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, c'est super. Donc, pour aller vraiment, tu me dis, va plus loin, je vais jusqu'au bout. Si on voulait véritablement faire une politique d'immigration qui accueille les talents, ça voudrait dire qu'il faudrait être prêt à remettre en question notre système de redistribution auquel les Français tiennent tant. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Et est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Je ne suis pas sûr. Donc il ne s'agit pas simplement de dire allons chercher les Einstein. En plus, si on pense aux Einstein qui seraient dans nos zones d'éducation prioritaire, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'ascenseur social est encore plus en panne qu'il ne l'est en France. Non, mais je retiens ce que tu dis, c'est-à-dire c'est malheureusement une photographie de la situation du travail en général. Oui. C'est-à-dire il vaut sous-qualifier dans une situation bien plus favorable en France qu'ailleurs dans le monde, surqualifié dans une situation bien plus délicate en France qu'ailleurs dans le monde. Et il y a juste, si tu me permets, un deuxième point que j'aimerais dire. Un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est... je ne suis pas sûr qu'on... Est-ce qu'on est vraiment dans un immigré surqualifié et dans une situation... inconfortable en France. Je ne suis pas sûre. Mais elle sera, ce que nous dit Jérôme, c'est qu'elle sera meilleure que beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais il y a des aspects communautaires aussi. C'est-à-dire que les États-Unis ayant travaillé sur ces sujets-là, le Canada par exemple, depuis des années, les pays du Nord aussi depuis des années, il y a des vraies communautés et une réputation qui est faite et qui dit je vais trouver non seulement un environnement favorable, mais aussi des gens qui, comme moi, ont réussi et d'ailleurs se sont intégrés. Ce n'est pas forcément des communautés qui vivent dans un schéma communautaire. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui s'établit et effectivement que l'on n'a pas mis en place. Donc c'est pas tant parce que la situation, en fait, en France, on a de quoi offrir des jobs à des ingénieurs, à des médecins dont on manque. Les médecins, c'est un très bon exemple, puisque dans la diagonale du vide, on trouve des médecins généralistes roumains, et vous poussez la porte de n'importe quel hôpital, vous allez trouver des spécialistes venus d'autres continents. C'est un très bon exemple, mais les conditions de travail en médecine en France sont très bonnes, parce qu'on a de l'équipement dans nos hôpitaux, et puis on paye bien quand même. Alors, je sais que l'hôpital est en crise, mais on paye relativement bien par rapport à des gens qui exerceraient au Moyen-Orient, par exemple, et pour qui. Mais cela dit, je ne sais plus ce que je voulais dire. Réfléchis à ton deuxième point, Méka, comment est-ce que tu vois le truc? Non, mais c'est très intéressant. Je suis à la fois gênée et à la fois peut-être à l'aise pour en parler, puisque je suis issue de l'immigration. Mais alors, je voulais te poser la question, mais à quel stade? C'est-à-dire, tu es née en France? Non, je suis née à Téhéran, je suis un pur produit du lycée français à l'étranger, et donc c'est comme ça que je parle à peu près le français. À peu près correctement, oui, ça va. Correctement, et donc je suis ingénieure, je suis même, je dois dire, un enfant du nucléaire iranien, puisque le Shah avait mis 1 milliard de francs dans Eurodif en 1970 ou 71 pour remplacer le pétrole dont on disait que ça serait la fin dans les années 2000.
et qu'il fallait le remplacer par le nucléaire. Donc, et puis en contrepartie, il fallait que la France donne des bourses à des, entre guillemets, talents étrangers dont j'ai pu bénéficier. J'étais boursière pour être ingénieur, médecin, chimiste, physicien, etc., pour travailler dans ces domaines-là. Donc, pour boucler tout ça la pour boucle. finir par construire des immeubles. Pour finir par construire des immeubles, etc. Bah oui, parce que j'ai pas pu y retourner. Donc, mais bon, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que quand même, je souscris tout à fait à ce qui est dit. Vu d'un point de vue d'abord, la France a énormément perdu de son aura. Dans ma jeunesse, ceux qui étaient éduqués ou aspiraient à une éducation et à une culture étaient francophiles. Et dans ma famille, il y avait des débats entre comment vous envoyez vos enfants dans une école américaine, mais comment est-ce possible, etc. Donc il y a déjà un problème d'influence et d'influence de la langue. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'immigration en France aujourd'hui est constituée d'immigration avec toutes les aides qu'il y a pour tout le monde, et dont les immigrés. Et donc ça attire une certaine catégorie, c'est un appel d'air qui n'est fait... D'ailleurs, on n'accompagne pas non plus avec toute la générosité, qui est la générosité. Alors moi, je suis intégrée complètement, il me semble, et francisée, si j'ose dire. Mais l'intégration ne se fait plus. On ne fait plus d'assimilation. Quand j'ai demandé ma nationalité française en 1983, on m'a à peine demandé si je parlais français. On m'a demandé si je voulais changer de nom et de prénom. Et on m'a dit, on vous écrira. J'ai reçu mon papier par la poste affranchi à tarif réduit. Alors, depuis, ça a changé. Mais on ne demande pas à ce que les gens parlent français. C'est vrai que sur les chantiers, maintenant, tous les affichages se font dans plein de langues, y compris le serbe, le croate, le je sais pas quoi. Bien sûr. Sans que les gens puissent parler français. D'ailleurs, c'est très intéressant. Certains chantiers qu'on peut aller visiter et que j'ai visités dans ma vie, je faisais des gestes pour me faire comprendre par les ouvriers, y compris pour demander mon chemin. Donc, c'est une transformation totale qui est faite. Et je crois qu'on ne pose pas la question, quand on parlait des États-Unis et du Canada, pour avoir travaillé pour la Caisse de dépôt du Québec pendant des années, il y a une immigration choisie, structurée et acceptée par la population. Et c'est vrai que l'attraction se fait non pas par les salaires, parce que quand on ajoute l'ensemble des avantages sociaux, en vérité, la France est plutôt bien payée. Parce que quand même, on ne paye pas pour la santé. C'est quand même, on ne se rend pas compte, mais aux États-Unis, on évite d'aller se faire soigner parce qu'on doit payer pour sa santé. D'un autre côté, il y a beaucoup moins d'arrêts de travail, d'une manière générale. N'ouvre pas des tiroirs, mais bon, mais c'est quand même, cette situation n'est pas une situation qui est réfléchie pour savoir comment on intègre les gens, comment on les forme, comment on leur donne la capacité de devenir de bons citoyens et d'être partie prenante de cette économie. Et quand on y réfléchit, évidemment, ils ne sont pas tous des voleurs, des malhonnêtes, etc., mais ils ont besoin de retrouver une dignité. Et ça fait partie de la dignité, aussi bien des Français de souche que des autres, que de savoir intégrer convenablement cette immigration qui arrive dans ce pays. Tu as retrouvé ton deuxième point Oui, alors non, le deuxième point, je ne l'avais pas perdu, mais c'était ma réponse à Françoise que j'avais perdu. C'est que aux États-Unis, parmi les immigrés qui déposent des brevets, il y a beaucoup d'Européens. Il n'y a pas d'Américains qui déposent des brevets en France. Donc oui, on a les moyens d'accueillir, mais je veux dire, les États-Unis mettent beaucoup plus d'argent sur la table. Pour la recherche. Bien sûr, ça n'est pas qu'une question d'argent. Ça, c'était sur le point de l'immigration rapidement, légale. Il faut qu'on marque une pause. Rapidement, parce que je sais que tu aimes l'hôtellerie et la restauration, je voudrais en dire un mot, parce que c'est un secteur qui est en crise. Mais bien sûr. Voilà, donc sur l'immigration illégale, il y a un phénomène planétaire massif que tout le monde connaît, c'est que les pays riches attirent des gens des pays pauvres. Voilà, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai partout ailleurs. Vous poussez la porte de la cuisine d'un restaurant, d'une brasserie, qui est-ce que vous trouvez à la plonge? Un immigré. Bien sûr. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Italie, en France, en Allemagne, c'est le cas partout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Soit on améliore les conditions de travail et on rehausse les salaires pour que des nationaux acceptent de pourvoir ces jobs. Mais ça veut dire que le consommateur doit accepter en salle de payer plus cher la facture, donc perte de pouvoir d'achat. Ou soit on continue à recourir à l'immigration avec des gens qui vont accepter des conditions que n'acceptent pas. Mais comme le dit Mecca, voilà, on l'assume, oui. On les intègre. On les intègre. Et on essaye de sortir de ce débat hystérique permanent. Ouais. Qui ne fait les affaires de personne. Oui, mais à la fois, les Français veulent conserver leur pouvoir d'achat et les sondages nous disent que 70% des Français trouvent qu'il y a déjà trop d'immigration en France. Donc finalement, les Français ne veulent aucune des deux solutions. Je ne sais pas qui va faire des trous dans les rues pour changer les conduites de gaz. Hein bon, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On reparlera dans la semaine de cette question passionnante.
passionnantes, et puis ça va même au-delà, quoi. C'est-à-dire que derrière, c'est vraiment des questions très profondes, d'un côté d'identité et de l'autre côté de production. Hein, voilà. Tiens, d'ailleurs, juste un mot. Alors oui, on va parler du climat, mais là aussi, très rapidement, je ne sais pas, parce que c'est votre expérience quand même qui m'intéresse, mais vraiment très rapidement, l'histoire des records d'embauche, là. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que globalement, la récession pointe son nez et les entreprises embauchent à tour de bras. C'est une forme de peur de manquer. Enfin, on fait du stock de ressources humaines parce qu'on se dit c'est tellement difficile, les recrutements sont tellement difficiles qu'il faut, tant pis si ça nous fait dégrader un peu la marge ou etc. Il faut. Je pense qu'on recrute sur des postes qui ne seront pas ceux que l'on coupera en cas de récession. Je partage tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les compétences que l'on recherche et dont on aura besoin de toute manière, et peut-être même en particulier dans une conjoncture difficile, des postes sur de la technologie, par exemple, hein, mais pas seulement, par rapport à des postes qui sont, eux, plus liés à l'activité du moment et qui seront ceux dont on aura besoin de les réduire si l'activité D'accord. Donc, c'est toute la difficulté d'ailleurs de gérer des effectifs en France, puisque tout est quantitatif et un poste, c'est un poste. Mais néanmoins, je pense que les entreprises sont convaincues qu'elles ont besoin de changer, de transformer totalement leurs compétences. Et elles continuent à travailler sur ces sujets-là, parce que conjoncture ou pas, il faudra se transformer. Peut-être pire. En fait, c'est exactement ça. C'est que quand on dit il y a X millions de chômeurs, on a l'impression qu'un chômeur veut un autre chômeur, alors que ça dépend du métier, du secteur, etc. Moi, je dis depuis des années, tu m'as déjà entendu dire ça, que la technologie, les algorithmes, l'intelligence artificielle, allez, n'ayons pas peur des mots, vont remplacer des métiers mécaniques et répétitifs, des métiers administratifs, au bénéfice des métiers de service dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peu payés, du bas de la chaîne, et des métiers à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on a largement besoin, comme on a tardé en plus à recruter, de recruter dans ces valeurs, dans ces métiers à valeur ajoutée, où en plus on n'a pas formé non plus. On n'a pas la formation, on n'a pas éduqué les gens, et on a besoin des métiers de service. C'est pareil, on les avait remplacés, on en faisait moins, etc. Donc on a plutôt besoin d'un cuisinier, d'un plongiste dans un restaurant, et on a besoin d'un ingénieur spécialiste de telle ou telle automatisation. Et entre les deux, on va avoir tous ces métiers administratifs, répétitifs qui vont disparaître. Et la question, c'est la formation et la réadaptation. Comment on remet dans le circuit des gens qui vont être déconnectés. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est de la planification et c'est du long terme. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Alors, allons-y sur le climat et les promesses des entreprises. Donc, la COP 27. Ouais, c'est ça. Ouais. Bat son plein, comme on dit. J'avais vu la semaine dernière, ou même il y a 10 jours, enquête d'Accenture, seuls 7% des entreprises ayant pris des engagements de réduction de CO2 sont aujourd'hui en mesure de les atteindre. Échantillon, donc Accenture a pris un échantillon parmi les 2000 plus importantes entreprises du monde. Premier point à commenter. Deuxième point, c'est l'Europe qui fait plus d'efforts que le reste du monde. J'ajoute troisième point d'ailleurs, mais on y reviendra. Ce que nous dit ce week-end, je crois que c'est le Global Carbon Project, l'ensemble des scientifiques qui sont en train de mesurer, qui essayent de mesurer les émissions de CO2 et qui nous disent qu'on va encore augmenter d'1%, ça paraît rien, mais on a tous conscience que c'est évidemment énorme, les émissions de CO2 au terme de l'année 2022. Mais restons sur les promesses des entreprises. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, François, sauf qu'à un moment, ça va les rattraper quand même, les boîtes. L'ensemble de leurs engagements 2030-2035, alors 93% d'entre elles ne sont pas en mesure de les tenir aujourd'hui. Je pense qu'il y a ces deux sujets quand même, corrélés, mais pas tout à fait les mêmes. Le premier, c'est la vieille ESG de papa, où on disait je fais bien les choses et où on vérifiait pas trop les choses. Je pense que aujourd'hui, la plupart des entreprises qui s'engagent sur un certain nombre de trajectoires ont bien conscience qu'il faut qu'elles les mettent en œuvre. Donc il n'y a pas de, comme on disait dans mon patois, de window dressing. Il n'y a pas une volonté de raconter une histoire. Par contre, c'est pas ce que nous dit Accenture. Par contre, les échéances sont des échéances relativement lointaines. Et je pense, parce que je le vois, qu'il y a le pari
qu'on va trouver, toutes les solutions, les trajectoires ne sont pas écrites, loin de là. Et elles sont encore moins mesurées, décidées, comme on le fait en général sur des projets. Parce que, d'abord, l'entreprise, elle n'a pas tellement l'habitude de traiter des projets à 10 ans. Hein. Enfin, c'est des grands industriels, oui, mais la plupart des entreprises, non. Alors, du coup, des objectifs en 2030, voire les net zéro à 2050, on a le temps. Et du coup, il y a quand même une part d'inconnu, on va le dire positivement, dans les engagements qui sont pris, avec l'idée qu'on va y travailler et que forcément on va y trouver des solutions. Donc je pense qu'une partie du chiffre s'explique par ça, c'est-à-dire que les plans ne sont pas des plans détaillés, opérationnels, mesurés, et que quand on va se retrouver, on voit quelques exemples, à se dire, ça y est, alors maintenant je mets des étapes, je mets des seuils, etc. Et alors là on se dit, oula, la dernière année, ça va être la dernière année ou les dernières 5 années, ça va quand même être sacrément raide. Voilà. Donc je pense que ça traduit un manque d'opérationnalisation, d'objectifs qui restent à long terme pour l'entreprise et sur lequel, clairement, il n'y a pas encore une mesure de l'effort qui doit être fait. Et ce qui va se passer, c'est quand on va mesurer l'effort que ça représente et les conséquences en matière d'investissement, en matière de transition, etc., là, on pourrait bien voir des gens se dire mais est-ce qu'on y va quand même? Est-ce que ça a du sens? Etc. Les seuls qui se sont vraiment engagés, enfin les seuls, non, mais moi je suis très admirative sur ce que fait l'industrie automobile aujourd'hui, mais parce que le coup près était là, et du coup ils se mettent à planifier, etc. Mais ce qu'ils ont réalisé en quelques années, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, maintenant, ça fait trembler les politiques. Mais on va en dire un mot. Oui, mais on va en dire un mot de l'industrie automobile, parce que j'ai retrouvé une phrase de Tavares qui m'avait échappé, qui va parfaitement résumer le dilemme. Meka, comment est-ce que tu vois le truc? 93% des entreprises sont dans le rouge aujourd'hui, en fait, au regard de leurs propres promesses, des objectifs qu'elles se sont elles-mêmes fixés. Alors, je n'ai rien à rajouter, pas mieux que ce que disait Françoise globalement. Ce que je dois dire, c'est que le secteur que je connais, qui est le secteur de bâtiments immobiliers, c'est le deuxième secteur le plus polluant au monde, derrière le transport. Et ce secteur-là a fait énormément de progrès également dans ce domaine-là, en se mettant tous ensemble. D'ailleurs, dans une de mes activités, qui est la Fondation Palladio, nous travaillons pour avoir des actions collectives, pour ne pas attendre des règles et des lois et des machins, ça suffit. On va essayer de trouver des innovations. En revanche, on n'a pas encore tous les moyens d'y arriver. C'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'engagements en Europe, d'une manière générale. Alors évidemment, on ne représente que pas grand-chose de l'émission globale du monde, qui n'est pas comme ça, qui est bien plus importante. Et deuxièmement, on a quand même ce problème d'unification des normes, notamment en matière de CO2. Une tonne de CO2 est une tonne de CO2, on doit avoir les mêmes normes. Or, les pays n'ont pas les mêmes normes, les mêmes points de vue, les mêmes façons de faire. On l'a vu avec le Green Deal européen. Les Allemands, comme le reste de l'Europe, ont décidé que ce Green Deal, cette réduction, cet argent qui allait vers les entreprises pour réduire leur impact carbone, allait, quel que soit le secteur, quels que soient les immeubles, quels que soient les bâtiments, quel que soit le sujet. En France, on a mis l'accent sur le résidentiel particulier, avec tout ce que ça pose comme problème de rénovation énergétique des appartements dans les copropriétés, les discussions, enfin la fête des voisins, etc. Donc on n'a pas mis la vision, n'a pas été la vision qui va dans le même sens pour y aller massivement. Or, il faut utiliser la loi de Pareto, 80-20. Là où on peut être le plus efficace, il faut y mettre le maximum d'investissement. Et ce sont des trilliards d'investissements. Et ce que tu veux dire, c'est que c'est pas du côté du résidentiel particulier qu'on est le plus efficace. Je veux dire, franchement, le particulier qui en plus a acheté un appartement pour donner en location avec, je sais pas quoi, la loi Méhaignerie, machin, enfin, Pinel, etc. C'est beaucoup de discussions. Il faut le mettre sur ceux qui ont la capacité. Grosse masse, il y a eu le Green Deal, la répartition. Il faut le mettre là où ça peut être efficace collectivement. Et puis les États sont aussi propriétaires de beaucoup de choses. Ils doivent y mettre aussi le maximum. Faisons le 80-20. Quand on aura fait le 80-20, on peut s'occuper du barbecue, du jet privé, de ce que vous voulez. Mais il faut quand même mettre le maximum et avec les mêmes réglementations. On n'a pas les mêmes règles. Puisque maintenant tu es tranquille là. Quand, je ne sais pas, il y a 5 ans, tu as fait le plan Gessina, Forward 2035, Net Zéro 2050 ou 2030, etc. Et tout.
il y avait des instruments de mesure ou c'était des trucs griffonnés? Il y avait des instruments de mesure. Non, il y a des instruments de mesure. Il y a des organismes qui mesurent ça. Il y a l'OID, il y a d'autres, etc. Et ça se perfectionne tout le temps. Simplement, c'est des montants d'investissement très importants. Moi, je l'ai fait de façon assez volontariste, mais ça demande la capacité pour les entreprises pour pouvoir aller là-dedans. On a quand même eu 2 années de Covid. Les 2 années de Covid, on nous a dit, tiens, les gens ont peur de l'air recyclé dans les immeubles, il faut mettre de l'air frais. On a consommé du carbone, de l'énergie, etc. pendant 2 ans. Rien que des trucs comme ça. Le cerveau gauche et le cerveau droit doivent être connectés. Voilà. Donc, on est face à l'incertitude technologique. C'est ça, je pense, c'est là où le bas blesse. Si on savait, d'accord avec ce que disait Françoise. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'on attend, alors notamment des gouvernements, qu'ils édictent des réglementations qui s'appliquent à tous, comme ça tout le monde. L'industriel, le problème, c'est qu'il a envie de composer avec les éléments, mais si on lui dit on change de cap en milieu de parcours, c'est insupportable. Et le problème, c'est ça, c'est que pour les gouvernements, il est très dur d'édicter des règles dans un contexte où on ne sait pas quelles seront les technologies propres. Si on prend le cas de l'automobile, bon, d'abord, j'ai envie de dire, il y a une solution qui est certaine pour le coup et qui fonctionnerait, c'est de baisser notre niveau de consommation. Mais ça, le monde s'y refuse. Les pays riches entendent conserver leur niveau de vie et les pays pauvres entendent améliorer le leur. Donc, regardez à quelle vitesse les Chinois se mettent à la voiture, c'est effrayant. Donc, on nous dit, l'injonction dans le secteur automobile, maintenant, c'est de consommer, enfin, d'acheter des voitures batteries, sauf qu'on sait très bien qu'avec les batteries, on ne sait pas ce qu'on pourra en faire. Et maintenant, il y a un doute. On dit, peut-être que ce n'est pas la bonne technologie. Et ça va être comme ça dans tous les secteurs. Et ce qui me frappe quand je parle de consommation, parce que je ne suis pas, bien sûr, un défendeur de la décroissance, tu me connais, mais je pense qu'une certaine sobriété quand même. On pourrait édicter des nouvelles règles. Alors, tu vas trouver ça très marginal, mais c'est de l'ordre du symbolique de dire, tiens, on pourrait limiter le nombre de cadeaux de Noël entre adultes, par exemple. Au lieu de cela, les Français se mettent à Black Friday, quelque chose qui ne correspond en rien à notre culture, puisque pour les Américains, c'est le lendemain de Thanksgiving. On ne fête pas Thanksgiving. Les Américains, aujourd'hui, reçoivent des pubs pour la fête du célibat chinois. C'est une fête chinoise. On essaie de les convertir à ça. Amazon essaie de les convertir à ça. Je veux dire, c'est ridicule. Je savais pas ça. Mais, voilà, la donc, fête des célibataires, on prône ce modèle de surconsommation et on continue. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné quand tu dis qu'il y a encore 1% d'augmentation de gaz à effet de serre pour cette année. Mais alors, voilà, c'est inéluctable. Limiter les cadeaux de Noël. Non, mais je te dis que c'est symbolique. On a déjà le concours Lépine du n'importe quoi. Bien sûr. Je te dis que c'est pour marquer le coup à quel point on n'est absolument pas prêt à restreindre notre niveau de consommation. Pas du tout. Parce qu'on attend Godot. Parce qu'on attend la solution technologique magique. Mais qu'il n'arrivera pas comme ça. Et parce qu'on est comme les entreprises, on n'arrive pas en fait à se projeter à 20 ans. Même nous, j'ai l'impression, en tant que citoyen. En tant que comportement, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors c'est pour ça aussi que les jeunes sont plus mobilisés sur ces sujets-là et que je pense on peut quand même agir sur des comportements collectifs. Alors sûrement pas par la loi et sur les cadeaux de Noël, mais les référentiels changent quand même. Donc il faut trouver d'autres façons d'imposer des comportements responsables, fancy, sympathiques, etc. Parce qu'on voit bien quand même des changements de comportement sur certaines générations. Regardez, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de permis de conduire. Oui. Bon, c'est super. Il y a un moment qu'on dit que les jeunes sont mobilisés. Le constat, c'est que les émissions ne baissent pas quand même. Donc, à un moment, ils changent de portable s'ils achètent. Alors, c'est vrai qu'ils font du vélo, mais ils prennent l'avion. Voilà. Parce que je voudrais qu'on parle de l'automobile, parce que c'est intéressant. La phrase de Tavares, donc c'était en fait dans une longue interview au Parisien avant le Mondial de l'automobile. Et Tavares, donc Thierry Breton, s'était pas encore exprimé pour dire tiens, au fait, 2035, plus de voitures thermiques, c'est peut-être un peu dur. Et Tavares dit, et là c'est vraiment chef d'entreprise, je veux votre commentaire, ma grande peur, c'est qu'on tire comme des fous sur le manche ce qu'on est en train de faire, dit Tavares, et qu'on nous dise ah bah finalement non. Fallait refaire. Bah oui, mais c'est ingérable quand vous avez à décider de milliards d'investissements. C'est des Titanic qu'il faut changer de direction. Voilà, c'est ça. En essayant d'éviter des paquebots, on va prendre des paquebots. Non, mais en essayant d'éviter les icebergs. Et ça, c'est un sujet. On ne change pas comme ça. Les entreprises ne changent pas comme ça de stratégie, de méthodologie, d'investissement, d'infrastructure. Parce que pour fabriquer, il faut une infrastructure. Mais bien sûr. C'est pas comme ça. Quel que soit le métier d'ailleurs, que l'on soit dans le service ou pas. Mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'on
soit beaucoup plus pragmatique et proche du terrain et qu'on essaye des trucs et qu'on puisse changer de cap plus facilement et qu'on soit pratico-pratique, comme disent les Québécois, plutôt que d'avoir des règles qui nous tombent du ciel comme ça en disant tournez à gauche, tournez à droite, faites un demi-tour, etc. Ça fait un bazar pas possible. Et il faut qu'on soit cohérent. Les gaz à effet de serre, le CO2, c'est le CO2, c'est la seule chose qui peut se mesurer. Par exemple, la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus local. Eh bien, il faudrait qu'on ait des règles qui s'appliquent partout de la même manière. Déjà, en Europe, ça ne s'applique pas de la même manière d'un pays à l'autre. Françoise ? Oui, alors je partage, mais ça dépend de quelles règles on parle. Je pense qu'on ne peut pas demander aux acteurs privés, compte tenu des efforts à réaliser et quand même des conséquences, alors des investissements, puis des conséquences de la transition. Enfin, la trajectoire qui est en train de prendre sur l'automobile, elle aura des conséquences sociales. Personne n'en parle, mais enfin... mais si, tout le monde en parle. Alors, et puis maintenant, elles sont réglées, les conséquences. Enfin, et donc, du je vais dire, pardon, je vais être un peu provocateur. Elles sont très très limitées en fait les conséquences sociales, tu sais, Françoise. De deux choses l'une. On a massivement délocalisé une grande partie de la production automobile. Oui, ok, t'as les fonderies dans les Vosges. Oui. Voilà, les fonderies dans les Vosges. Ils connaîtront le sort des maréchaux ferrants. Je pense qu'il y a encore pas mal de postes. Je regardais les chiffres sur l'Allemagne hier, et il y a encore pas mal de postes qui vont être touchés par cette transformation. Mais cette décision-là, c'est à l'entreprise à les prendre, bien sûr, mais il faut les aider. Enfin, on ne peut pas demander à une entreprise qui a des comptes à rendre à ses actionnaires tous les jours de décider, par exemple, un changement comme celui qui est en train de faire l'automobile sans les aider un peu. Oui, mais au moins, il faut s'y tenir. Si on a fait le changement, il faut s'y tenir quand même. C'est absolument dingue. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les règles, les politiques, elles sont quand même là pour aider la décision d'acteurs privés qui doivent les assumer. Ça ne peut qu'aider les industries automobiles. Il faut que ça soit durable, si j'ose dire. Alors, il faut que ce soit durable, il faut que ça s'applique à des cadres globaux et pas à des règles de détail. Mais il faut effectivement donner un cadre, parce que les décisions qui sont à prendre sont des décisions où on ne peut pas attendre d'un acteur privé qu'il gère tous les paradoxes et les contradictions. Exactement. Donc il faut un cadre politique pour les aider. Enfin, ça me paraît une évidence. Sauf que, pour aller exactement dans la continuité de ce que tu viens de dire, il faut un cadre politique à très long terme. Ce qui n'est pas le truc. Et on n'arrive même pas à avoir des cadres politiques à moyen terme. On est bien d'accord. Non, mais c'est ça. Bien sûr. C'est le long terme. Oui, mais moi, je pense que ça n'est pas un manque de vision. Attention, c'est le fait de dire on ne va pas s'engager sur un chemin immuable, sachant que la technologie est incertaine. C'est plus ça. Mais c'est une absence totale de vision. Ah non, mais non. Mais une absence totale de vision. Qui peut sortir sa boule de cristal pour nous dire quel est le bon moteur pour faire rouler une voiture Écoute, c'est un débat qu'on avait la semaine dernière. Moi, je prends l'exemple, il vaut ce qu'il vaut. À un moment, programme Apollo. Voilà. Donc, à un moment, le gars dit on va aller sur la Lune. Très franchement, à la limite, ça n'a aucune importance. Mais au moins, il y a une direction, il y a un cap, l'ensemble des investissements savent où ils doivent aller, les technologies ont une ligne directrice pour la recherche. Oui, mais le cap ici, ce serait dire... Et à la limite, aller sur la Lune, c'est presque un détail. D'accord, mais on dirait dans ce cas-là, le cap, c'est on passe au moteur électrique à 100%, même si le recyclage des batteries fout en l'air la planète. On trouvera les... c'est pas ça l'objectif. Mais à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu fais plus rien. Ce qui est passionnant, regarde, moi je suis alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, pardon à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement. L'histoire, la manière dont Imerys a réussi à vendre l'ouverture d'une mine de lithium au centre de la France. Pour l'instant, et je reste très prudent, mais pour l'instant tout va bien. Pourquoi tout va bien ? Parce que ça y est, on a tous compris cette nécessité du lithium. Pourquoi on comprend cette nécessité du lithium ? Parce que effectivement, tu as un cap, qui semblait à peu près clair, vers la voiture électrique, vers la batterie de toute façon. Fixe ton cap et tu verras bien. Mais si tu n'en as pas, tu vas rester assis jusqu'à, comme le dit Jean Covici, qu'il y ait le feu à la forêt de Fontainebleau. Oui, le cap technologique viendra au fil du temps. Moi, je ne pense pas qu'on aura de toute façon jamais le cadre défini une fois pour toutes et on saura ce que ça sera. Ça viendra avec du temps. Prenons l'exemple d'Apollo qui est un joli exemple. Eh bien, il y a eu des tas de retombées technologiques et d'améliorations qui se sont faites au fil du temps et des retombées en matière de médecine, en matière de toutes sortes de sciences, la médecine en particulier, l'agriculture, etc., venant de ce voyage sur la Lune dont on se demandait pourquoi c'est pas simplement un spectacle.
Eh bien, je pense on doit tenir un cap. En tout cas, les entreprises ne peuvent pas changer de cap toutes les 5 minutes, Bien sûr. parce que les influences sont importantes. Je ne sais pas si dans l'automobile, il y aura une trop grosse casse ou pas. J'ai aucune idée particulière. Je pense qu'en tout cas, en Allemagne ou dans l'Europe centrale, qui construit pour l'Europe de l'Ouest, probablement. Mais d'une manière générale, quand je regarde le secteur de BTP immobilier, le casse va être important, parce qu'on a tout un écosystème qui était très administratif, etc., qui va sortir du fait de ces automatisations et qui va aller vers autre chose. On va faire du sur-mesure, on va faire à la petite cuillère, etc. On n'a pas les formations, on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas la capacité de le faire, et en même temps, cette digitalisation bat son plein, va à toute vitesse. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas... J'étais pas née, malgré mon grand âge, mais au début du siècle dernier, probablement, à la fois, il y avait les guerres, il y avait tout ce qu'il y avait, mais il y avait aussi ces transformations sociales, inventions, fin 19e, début 20e. Peut-être que nous vivons un peu cette période-là d'effervescence, et on ne saura la réalité que quand ça sera fait, j'en sais rien. Roaring 20s. Oui. Sans doute. La belle image. Si je peux juste ajouter une phrase, Mais bien sûr. on est face à un paradoxe. C'est que l'électeur exige du gouvernement ou des gouvernements qu'ils prennent des mesures fortes, mais le consommateur n'est pas prêt à en payer le prix. Voilà. Ça, c'est vrai. Et nous sommes des consommateurs, donc il ne faudra pas... Électeurs, consommateurs. Françoise ? Oui, enfin, je pense que même ça, on doit pouvoir arriver à le régler, parce que c'est pas... Alors, c'est clair qu'il va y avoir une inflation sur un certain nombre de coûts. Il y a un papier une note de cadrage d'un papier du centre stratégique tout à fait intéressant, 3 volets. Gérer le sujet de l'inflation, gérer les investissements et gérer les comportements. Tu parles de Pisani-Ferry, c'est ça Oui. Ils sont en train de travailler sur ce sujet-là en posant le problème de façon très intéressante, en disant il y a 3 piliers. Mais je crois que même le consommateur, on doit pouvoir arriver à le convaincre de faire différemment. Et de toute façon, c'est en train de changer, parce que la génération de mes enfants, voire même de mes petits-enfants... Ça m'écarte. Mais j'y crois pas un instant. Tout le monde répète ça pour se rassurer. Mais franchement... C'est une génération qui, comme les autres, s'arc-boute sur son pouvoir d'achat. Mais ouais. Alors c'est vrai. Et elle n'épète pas moins de carbone que la génération précédente, qu'on le veuille ou non. Voilà, 8 milliards de tonnes de carbone, de tonnes de charbon, vont être brûlées en 2022. Jamais autant. Voilà. Oui, mais il y a une certaine forme de conscience. Donc, continuons à espérer. Le truc qui est... Enfin, allez voir ça, parce que... René Dumont, donc là pour le coup, on est campagne électorale 1974. 14. Voilà. Okay. Il y a tout. Il y a tout, c'est-à-dire tout. Oui. Eh bien, il raconte tout Le sur le verre d'eau. réchauffement climatique, tout. Oui. Et c'est Giscard René qui l'a Dumont. emporté. Non, mais surtout, mais tout le monde s'en fout. Je ne sais pas combien a fait René Dumont. Enfin, personne ne l'entend, peu importe, mais... Avec son verre d'eau. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur la façon dont on n'arrive pas à appréhender le long terme et choses comme ça, mais allez voir, il y en a partout. Tu fais l'INA, une petite campagne, juste un mot, parce qu'à ce moment-là, c'était à la télévision, dans des postures surannées. Mais il y a tout. Il dit tout. Absolument tout sur le réchauffement, le carbone. On a su. Il faut quelques visionnaires qui définissent le cap, qui n'en parlent pas nécessairement, mais mettent ce qu'il faut pour avancer. Allez, dernière minute, je veux votre avis sur ces histoires de dividendes salariés, là, mesdames. On va voir la une du Figaro de ce week-end, là, où visiblement le gouvernement a l'air de vouloir accélérer. Voilà, accélère sur le dividende salarié. C'est une manière d'éviter de taxer les super profits, nous dit-on ce matin. Enfin bref. Ça vous intéresse pas? Non, François, ça lui tombe des mains. On savait que ça allait arriver, parce que c'est dans l'air depuis un bon moment, etc. Ça fait partie des énièmes mesures qui ont pour objectif d'essayer de créer une espèce de compensation, de communication à d'autres aspects. Voilà, on a un problème fondamental. Des outils pour partager la valeur au sein de l'entreprise, on en a plein. Et donc, on en créerait un énième. Un nouveau, ouais. Et celui-là, avec des contraintes de lien entre les différents outils. Enfin bon, donc... est-ce que le dividende salarié, c'est une alternative à des augmentations de salaire? Est-ce que c'est... non, c'est en plus... Enfin bon, tout ça, c'est de la com. Oui, l'idée, je ne l'ai pas précisé, mais l'idée, ce serait effectivement... Donc, cette affaire remonte à Thibault Langsade, pendant la campagne présidentielle. Effectivement, l'obligation de lier distribution de dividendes et instrument de partage de la valeur. Voilà.
C'est juste ça pour l'instant, au sein de l'entreprise. Sachant que ces instruments existent, la participation, l'intéressement. Moi, dans mon ancienne entreprise, il y a et intéressement et participation et des plans d'épargne d'entreprise dans lesquels on subventionne le rachat d'actions et il y a une voilà donc et pour autant dividendes aux actionnaires et ils ont les dividendes puisqu'ils sont actionnaires. Simplement, le vrai sujet, c'est quand l'entreprise perd de l'argent, beaucoup d'argent. Comment on partage la valeur négative dans l'autre sens? Jamais. Voilà. Jamais tu la partages, la valeur Donc, négative. c'est la question de fond. C'est à quel moment... Alors, évidemment, on a vécu 15 ans ou 20 ans où il y a eu beaucoup d'enregistrements. Les collaborateurs et les... Oui, il y a des licenciements, etc. Mais bon, oui, mais quand même, c'est pas dans les mêmes hauteurs de perte de valeur, etc. Oui, mais tu comprends cette confusion. Tu as des années sans dividende, tu n'as pas d'années sans salaire quand même, Françoise. Non, mais bien sûr. Et donc, on va augmenter encore la confusion entre la rémunération du risque et la rémunération du travail. Le vrai sujet, c'est pour ça que je dis que c'est de la com, c'est que les dividendes, c'est devenu une espèce de truc, un porte-drapeau d'un capitalisme détestable, où les actionnaires abusent, c'est une partie du capital. Etc. Personne ne sait vraiment ce que c'est, d'ailleurs, parce que je serais curieuse d'un sondage dans la rue en disant c'est quoi un dividende pour un actionnaire. Essayer de faire des parallèles entre le dividende et puis j'ai un petit appartement que ce serait intéressant de voir le niveau de culture. Donc c'est quelque chose, c'est devenu un gros mot et du coup pour régler ce problème-là, on crée un instrument qui va ajouter à la confusion. Rapidement, Meka. La vérité, c'est juste simplement qu'on a vécu des années avec des taux d'intérêt très très bas, sans inflation, sans rien, et que la valeur du capital a augmenté de façon massive. C'était pas... on verra ce que ça va donner ces années inflationnistes. Un mot, Jérôme? Oui, c'est vendu comme le fait d'apporter de la cohésion sociale autour de la distribution de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ça remet en question l'idée même du capitalisme, que c'est les propriétaires du capital qui prennent le risque de la variation de la valeur ajoutée. Et ce qui est la partie fixe, c'est versé comme salaire. Alors bien sûr, à long terme, tout ça, c'est variable puisque les postes peuvent disparaître. Ouais. Mais il y a un aspect fiscal qui n'est pas mentionné et que joue aussi le gouvernement, c'est l'idée que ici, l'employeur comme l'employé, ils trouvent leur compte puisqu'ils payent largement moins de cotisations sociales. Donc c'est une manière aussi, si tu veux, de transférer, voilà, de distribuer de la valeur ajoutée en se soustrayant aux cotisations sociales. Et je dis que le gouvernement fait aussi cela parce que le gouvernement augmente les primes des fonctionnaires actuellement. Et les primes, c'est la même chose. Ça n'est pas sujet à toutes ces cotisations sociales. Donc il y a aussi il y a une volonté politique, je pense, parce que c'est explosif, la question des cotisations sociales. Merci, mesdames. Merci, Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour continuer ces débats sur Bismart. Merci. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.